Bonjour à tous, bienvenue sur ce campus Amérique latine. Je suis Maryse Varg de la direction de l'innovation de BPI France. Alors hélas, nos intervenants pour ce campus ne sont pas présents parce qu'ils sont au Brésil. Il s'agit donc d'Olivier Collat et de Pierre Santoul qui vont vous parler donc via une vidéo de l'innovation agricole au Brésil. Merci. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur ce campus Amérique latine qui a pour thématique le Brésil, nouvelle terre d'innovation agricole. Je suis très heureuse d'accueillir les deux intervenants de ce campus. Olivier Collat, associé gérant de Funchal Investimentos, société de produits financiers dédiée à l'agrobusiness et partenaire de ce campus, et Pierre Santoul, directeur général de Tereos Brésil, groupe coopératif sucrier français. Pour ma part, je suis Maryse Varg, responsable de programme d'accompagnement à l'international pour les entreprises innovantes françaises chez BPI France. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet, qui est l'innovation agricole. La première puissance économique d'Amérique latine. Le Brésil, c'est un géant agricole. On en entend beaucoup parler en tant que grenier du monde, en raison d'une part de l'immensité de son territoire, de ses terres exploitables, mais aussi de ses conditions climatiques très favorables à l'agriculture. Le Brésil figure parmi les premiers producteurs et exportateurs de nombreuses matières premières, le sucre, l'éthanol, la viande bovine, le soja, le maïs, etc. Et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que le Brésil a connu une très forte croissance sur les 20 dernières années. Le solde de sa balance commerciale a doublé en 10 ans. Les exportations agricoles brésiliennes s'élèvent aujourd'hui à près de 45 milliards de dollars. Et la part de l'agribusiness dans le PIB atteint 25%. Je vais m'arrêter là pour les chiffres qui donnent un petit peu le vertige, mais c'est pour donner une idée donc, de cette puissance agricole mondiale. Donc le secteur de l'agrobusiness au Brésil se porte très bien. Les exportations agricoles ont continué de progresser malgré la pandémie, avec notamment une récolte historique de grains en 2020. Donc je vais donner tout de suite la parole à mes interlocuteurs, en commençant par Pierre Santoul. Pierre, pouvez-vous vous présenter rapidement et nous faire part de votre expérience au Brésil ? Bonjour Marie, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, donc Tereos est une entreprise coopérative française qui est donc détenue par des agriculteurs, essentiellement exploitants de betteraves sur un arc nord et est de la France. Le cœur de notre métier, donc, c'est la transformation et la valorisation de matières premières agricoles, initialement de la betterave. On est présent sur différents marchés, le sucre, les amidons, les protéines végétales, les énergies renouvelables. Et dans les années 90, le groupe a commencé à anticiper les évolutions potentielles du marché européen de la PAC, et donc la fin d'un marché basé sur des subventions, et a donc commencé à penser à des diversifications produits, typiquement au travers de l'amidon, mais aussi à des diversifications géographiques dans différentes parties du monde, et en particulier au Brésil. Il a considéré le Brésil à partir du début des années 2000, en voyant effectivement le développement du pays dans l'agriculture, mais aussi lié au fait que le Brésil était le premier producteur mondial de sucre, représentait 50% du trade flow mondial, et était aussi un pays avec une structure de coûts très compétitive, puisque la canne, donc, qui est issue, la canne qu'on cultive pour faire du sucre ou de l'énergie ou de l'éthanol, est vraiment une économie circulaire, puisqu'on produit notre propre énergie et on réutilise l'ensemble des éléments, ce qui nous permet d'avoir un bilan carbone équilibré. Donc, qualité des terres, structure de coûts compétitive, et donc par conséquent, on a considéré que le Brésil était un endroit où on devait être présent si on voulait avoir une chance de, entre guillemets, survivre dans la compétition mondiale qui se préparait sur les principales commodités agricoles. Très bien, merci Pierre. Olivier, je vous pose la même question. Alors bonjour à tous, merci Marie de nous avoir ici. Moi j'ai à peu près 30 ans de Brésil, je suis venu dans fin des années 80, j'ai travaillé une bonne dizaine d'années dans les matériaux de construction,
Après, j'ai ripé sur les produits dérivés du pétrole dans l'industrie pétrolière. Et depuis 2008, je suis dans l'agro. J'ai commencé à m'occuper tout d'abord d'une société de trading brésilienne. On tradait des produits assez classiques brésiliens, le café, le sucre, l'éthanol, qui sont des produits un peu historiques. Et ensuite, je me suis occupé d'une société industrielle qui fabrique des unités de stockage, des silos, pour l'agriculture brésilienne. On a connu une croissance énorme, parce que, comme vous l'avez rappelé, sur les 20 dernières années, l'agriculture brésilienne a connu un boom absolument incroyable, notamment dans les grains, les céréales. Et depuis 3-4 ans, je structure des produits financiers qui permettent de financer l'agriculture brésilienne. Il n'y a pas au Brésil de subside dans l'agriculture, c'est quelque chose de très rare quand on compare à l'agriculture française. Et là où le Brésil aidait un petit peu ses producteurs, c'est à travers des conditions financières subventionnées pour emprunter, soit pour le fonds de roulement, soit pour certains investissements. Mais ça ne couvre pas toute la gamme. Et le Brésil est encore assez pauvre en produits financiers, notamment pour financer le long terme, l'acquisition de terre ou la transformation de terre, mettons du bétail en grains, par exemple. Donc voilà, ça c'est mon expérience brésilienne sur les 30 dernières années. Merci Olivier. Alors pour bien comprendre la situation, est-ce que vous pourriez nous indiquer, donc selon vous, quels sont les principaux défis que doit relever l'agriculture brésilienne aujourd'hui? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses faiblesses? Pierre, je vous laisse commencer. Oui, donc on a tous parlé un petit peu des 20 dernières années. 20 ans, c'est un peu la fin de l'adolescence. Donc, je dirais que le pays est aujourd'hui un peu confronté à ce qu'on pourrait comparer à une crise d'adolescence. Donc, 20 ans de croissance excessivement forte, une croissance extensive qui s'est faite au travers de l'ouverture de nouvelles frontières agricoles. Et aujourd'hui, le pays, qui est un des pays malgré ce qu'on peut penser, qui est un des pays qui a le taux de préservation et de protection des terres le plus élevé, puisqu'il y a plus de 60% des terres qui ne sont pas qui sont protégées et donc pas ouvertes à l'agriculture, a besoin de passer d'un modèle extensif à un modèle intensif. Donc il y a besoin effectivement d'augmenter la productivité sur les terres existantes. Il y a besoin d'optimiser l'utilisation des ressources, même si effectivement 50% de la matrice énergétique du pays est d'origine renouvelable et plus de 85% d'électricité, il y a quand même des défis par rapport à l'usage d'engrais, de produits chimiques et ce genre de choses. Donc il y a effectivement besoin d'optimiser en permanence l'usage des ressources y compris de l'eau bien sûr, pour maximiser la production et donc la productivité agricole. Donc c'est vraiment le plus gros défi aujourd'hui. Autour de ça, c'est développer toute une filière d'innovation qui est très forte en termes de biotechnologie adaptée donc à l'agriculture tropicale, des places de marché aussi pour lutter contre certaines inefficiences dans la distribution des produits, beaucoup d'automation et de robotisation. Le pays aussi est soumis à de l'inflation et à des tensions sur le marché du travail, donc un besoin d'automation, de la robotisation aussi, de la traçabilité, on parlera de sécurité alimentaire et d'environnement, et puis aussi beaucoup de choses dans l'agriculture de précision, en particulier au travers de big data et de l'usage de la connectivité dans les champs. Donc voilà, le pays travaille activement là-dessus et en tout cas sur la partie canne et énergie renouvelable, c'est vraiment le défi de la productivité et une meilleure extraction de valeur sur les terres existantes qui est la priorité numéro 1. Merci Pierre. Olivier, je vous laisse compléter peut-être, apporter votre éclairage. Oui, je pense qu'il y a un thème qui est récurrent et qui est devenu un peu la tarte à la crème compte tenu de la publicité négative qui a été faite sur le Brésil. Alors le Brésil est un peu responsable de ça aussi, mais sur l'utilisation des terres et la forêt amazonienne. Et je pense que le thème de la traçabilité est un thème extrêmement important. La traçabilité sous deux aspects, comme l'a rappelé Pierre, le Brésil est un pays tropical et le gros du développement récent s'est fait dans les zones subtropicales, subéquatoriales même.
Et donc, il a fallu adapter l'agriculture à ces conditions. Donc, ça veut dire beaucoup d'OGM, ça veut dire beaucoup de pesticides, ça veut dire beaucoup d'engrais. Et le reste du monde, qui est le gros consommateur du Brésil sur ces produits-là, exige beaucoup plus de transparence, donc de la traçabilité. Ça, il faut le faire. Et le deuxième thème sur lequel le Brésil est très attaqué, c'est le déboisement, la déforestation. Et comme l'a rappelé Pierre, on a un arsenal juridique brésilien qui est très contraignant sur l'environnement. Alors, est-ce qu'il est toujours appliqué? Non, mais bien plus qu'on ne le pense à l'étranger. Est-ce que les contrevenants sont punis? Beaucoup moins qu'ils ne devraient. Mais le Brésilien a compris récemment que le véritable juge, c'est quand même le marché. Et si le législateur brésilien ou la justice brésilienne est lente sur le sujet, le reste du monde l'est moins. Et donc, il faut prouver que les produits qu'on vend à l'étranger ne viennent pas de zones déforestées. Donc, il y a un problème de traçabilité géant et sur lequel le Brésil a besoin d'être beaucoup plus transparent. Donc ça, c'est un énorme thème sur lequel le Brésil doit travailler. Je pense qu'il y a un gros deuxième thème, et là, il y a sûrement à apprendre du reste du monde ou à voir peut-être des transferts de technologie, c'est sur la logistique d'une manière générale. Il n'échappera pas à tout le monde que le gros du développement récent s'est fait au centre-ouest du Brésil. Et centre-ouest, ça veut dire 1500 à 2500 km des côtes brésiliennes, dans un État qui s'appelle le Mato Grosso, qui est 2 fois la France, 4 millions d'habitants, et l'essentiel de l'acheminement des grains, puisque c'est gros, ce sont les grains, se fait par camion. C'est un modal qui est totalement inefficace sur une telle distance, qui est polluant et qui est cher. Et là, il y a beaucoup à faire. Alors, on commence à développer, il y a un gros programme de développement ferroviaire. On commence à utiliser le fluvial. Et je crois que l'Europe, là-dessus, a beaucoup à apporter au Brésil sur ce modal-là. Donc, il se passe des choses, mais on est encore très en retard, notamment sur la logistique. Un autre thème qui est important, c'est la productivité. Pierre l'a rappelé, on sait que le gros du développement agricole dans les années à venir, ce sera la productivité, ne serait-ce que parce que les grands pays agricoles n'ont plus de terres disponibles. Le Brésil en a encore, donc le Brésil aura la tentation, même s'il faut aller vers l'intensif. L'intensif, c'est de toujours utiliser plus de terres. Alors, je vais vous donner 2 chiffres qui sont très intéressants. Le Brésil, c'est un pays de bovins essentiellement. On a beaucoup de bovins. On a 200 millions de bovins en élevage. Un bovin, c'est 1 hectare. Grosso modo, il y a 185 millions d'hectares au Brésil dédiés aux bovins. C'est 3 fois plus que pour les grains. Les grains, c'est à peu près 60 millions d'hectares. Donc, la tentation de transformer de la terre de bovins en terre de grains est énorme. Et on sait que ce n'est pas le chemin. Le bovin va être de plus en plus confiné. Donc là, il y a énormément à apprendre du reste du monde sur le confinement des bovins. Le Brésil est assez néophyte en la matière. Je vous le dis, le gros, c'est encore de l'extensif. On va vers l'intensif. Il y a des transferts de technologie à avoir là. Donc la productivité est un thème qu'il faut apporter au Brésil. Il faut aider le Brésil à être plus intensif que extensif. Un autre thème que j'aime beaucoup, qui est pas souvent, qui est assez méconnu à l'étranger, c'est que le Brésil exporte assez peu de valeur ajoutée. Il exporte des produits bruts. Alors, Pierre est le contre-exemple. Sa canne, il la cultive, il faut tout de suite la transformer, il en fait du sucre, il en fait des éthanol, il en fait des produits finis. Le reste de la chaîne agricole brésilienne est encore très pauvre de ce point de vue-là. Le café est exporté vert. Il est torréfié à l'étranger, il revient sous forme de capsule au Brésil. Et ça, c'est un des exemples que je pourrais vous donner. Mais on en a beaucoup d'autres. Ça commence avec les minerais et bien entendu le soja. Le soja, 85% du soja est exporté sous forme de grains et non pas sous forme de tourteau ou sous forme d'huile. Donc il y a toute une partie de la chaîne qui est mal capturée ou captée au Brésil du fait de cette structure encore très coloniale d'exportation. Et puis il y aura un thème qui est peut-être un peu bateau, mais c'est le réchauffement climatique. On l'a dit, le Brésil est un pays qui a énormément d'avantages naturels. Il a des terres agricoles, il a de l'ensoleillement, il a beaucoup de pluie, une pluviométrie qui est très bonne. Les changements climatiques, ça peut vouloir dire changement sur la pluviométrie, par exemple.
Et à ce moment-là, que devient le centre-ouest brésilien? Je rappelle qu'au Brésil, il n'y a que 2% des surfaces agricoles qui sont irriguées. On utilise très peu l'irrigation encore au Brésil. Donc le changement climatique est un thème encore vu de très loin, mais je pense que là aussi, il faut se préparer, il faut modéliser un peu mieux ce qui va se passer à l'avenir et se préparer à éventuellement des changements. Très bien, merci Olivier. Alors, et dans tout ça, donc les entreprises françaises, quelles sont selon vous les opportunités qui peuvent s'offrir à elles au Brésil? Est-ce que vous avez des pistes à nous proposer? Le marché, hein, il est immense, comme on l'a dit, mais on joue sur une autre dimension. Avec Tereos, on gère 300 000 hectares de terre, hein, sur lequel on a des capteurs de big data, des drones, des engins connectés, des satellites. On a une vingtaine de data scientists qui travaillent en temps réel pour aider les équipes à prendre les bonnes décisions au bon endroit. Donc il y a un écosystème qui est déjà très fort. Je faisais le point un petit peu des sociétés françaises qui aujourd'hui nous aident. Il y en a très peu. Par contre, effectivement, dans le domaine de l'intelligence analytique, il y en a. Donc, effectivement, des gens qui sont capables effectivement de processer de la data et de générer des insights. Ça peut être effectivement un territoire sur lequel travailler. Le deuxième chose, dans les opportunités, il y a plein de choses. Il peut y avoir des startups, des entreprises, mais il peut aussi y avoir des banques. Donc, aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, on a levé plus de 300 millions de dollars de financement vert, donc avec effectivement une certification et des objectifs de réduction d'émissions de CO2, de consommation d'eau. Effectivement, la traçabilité est une chose importante. On le voit aussi chez nos clients. Donc, si effectivement, il y a des sociétés qui ont des solutions agiles, hein, pour effectivement aider à la traçabilité, à la certification et à la garantie qu'on est capable de remplir les objectifs que l'on s'est donnés, soit au travers de certification des clients, soit au travers d'engagements bancaires, effectivement, ça peut aussi être quelque chose qui est intéressant. Mais le secteur est déjà bien développé et donc, effectivement, il faut effectivement trouver des niches sur lesquelles des entreprises pourraient avoir véritablement une valeur ajoutée sur lesquelles pourrait se créer un espace sur le marché brésilien. Merci Olivier. Ouais. Non, je n'aurais pas grand-chose à ajouter là-dessus parce que je crois que c'est un panorama assez complet. On rappelle effectivement que l'exploitation agricole au Brésil, ce sont des très grandes terres. Donc on a dans beaucoup de cas la surface critique pour avoir des engins connectés. On a, dans Mato Grosso, on parle, un producteur moyen, c'est 4-5 000 hectares très vite. Donc il y a de la masse. Par contre, le Brésil est très friand de technologie. On peut apporter énormément, notamment, on parlait de la productivité, qui est un thème qui sera récurrent, je pense, à l'avenir. Il faut aider le Brésil à être beaucoup plus productif qu'il ne l'est. Alors, personne n'attend, les Brésiliens n'attendent personne, notamment sur le soja. On a les meilleures productivités au monde, mais il y a des choses à faire dans le maïs, il y a des choses à faire dans les autres cultures. Hein. Je parlais des bovins. Je pense qu'il y a énormément à faire pour réduire les coûts, notamment sur le bovin intensif. C'est un truc qu'on ne sait pas très bien faire encore au Brésil. On se tourne beaucoup vers les États-Unis. Les États-Unis, c'est pas le même bétail, c'est pas forcément la même manière de faire. Donc là, il y a beaucoup à apprendre. Et je vous parlais de la valeur ajoutée. Je pense que les entreprises françaises dans l'agro, c'est un pays, la France est un pays agricole, donc qui a su transformer ses matières premières. Peut-être que là, il y a beaucoup de champs à exploiter pour les sociétés françaises qui voudraient transformer les produits brésiliens ici pour les réexporter ensuite. Merci. Donc, si je résume en quelques mots, donc un pays qui a connu une croissance incroyable ces 20 dernières années et qui a aujourd'hui un gros enjeu en termes de productivité, donc qui attend qui a de la place pour certaines briques technologiques, pour des innovations, notamment donc sur cette thématique de la productivité, de la traçabilité, des solutions de gestion et de prévision et de logistique, mais aussi donc sur
les semences et la viande. Donc évidemment, les contraintes qui doivent être prises en charge, c'est de s'adapter pour des entreprises étrangères au gigantisme des exploitations agricoles brésiliennes. Évidemment, dans un contexte de changement climatique qui, on le sait, est un risque pour l'ensemble de la chaîne agricole. Je profite de cet espace pour vous dire que justement une mission sera prochainement lancée pour les entreprises françaises qui seraient intéressées pour connaître le Brésil, pour s'implanter au Brésil. Je vais terminer en vous remerciant tous les deux très sincèrement pour votre participation à ce campus. Merci beaucoup et puis je vais laisser la place à quelques questions s'il y en a. Merci. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Alors, les deux experts étant absents, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, mais je ne vous promets rien. Bon, pas de questions, mais merci beaucoup. Merci beaucoup Marie pour cette intervention. Merci à vous, messieurs, dames, d'être venus présents pour regarder cette intervention et cette vidéo traitant de ce sujet. Merci beaucoup.